C'est le débat de ce Smart Impact. On va être au cœur de l'innovation, des neurosciences avec Mounia Chaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice associée au fonds Turenne Santé. Et Brice Batelier, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. Et vous allez nous parler de ce projet Brain Coder. Je veux bien que vous nous présentiez ce fonds Turenne Santé. De quoi on parle ? Alors, c'est plusieurs fonds déjà. C'est des fonds qui sont dédiés à la santé et qui investissent dans des sociétés qui vont du pré-amorçage comme Brain Coder jusqu'au capital développement transmission. On a un peu plus d'1,5 milliard sous gestion. On a accompagné une 50aine d'entrepreneurs en 12 ans et réalisé 25 sorties sur un multiple moyen de 2,7 fois la mise. Alors, j'ai déjà reçu pas mal d'entreprises qui étaient dans ce secteur de la santé. Je suis toujours frappé par la longueur de l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. Il y a un retour sur investissement plus rapide que je ne le pense. Très rapide. Ouais. Nous, nos moyennes d'accompagnement, c'est 5 ans. Entre l'entrée et la sortie. Donc, on peut faire des choses rapides. Alors, c'est plus ou moins long, suivant la date d'entrée au capital et suivant aussi les aléas du projet. Mais il y a des projets qu'on a accompagnés entre la création et la sortie, il s'est écoulé 3 ans. D'accord, donc ça peut être rapide. Brain Coder, en quelques mots, c'est une innovation qui est assez fascinante, puisqu'il s'agit d'aider les personnes qui souffrent de surdité, c'est ça, de surdité profonde ? Brain Coder, c'est vraiment un nouveau dispositif médical pour traiter la surdité profonde, qui actuellement est traitée par l'implant cochléaire, qui est un dispositif qui fonctionne pour créer une perception des sons basiques, efficace mais basique. Et donc l'idée de Brain Coder, c'est de créer un implant cérébral qui vise maintenant le cerveau, alors que l'implant cochléaire est basé au niveau de l'oreille. Et au niveau du cerveau, on peut positionner beaucoup plus d'électrodes et passer beaucoup plus d'informations pour créer une perception naturelle, en fait. Donc là, on est dans un laboratoire de neurosciences, c'est ça ? Exactement, actuellement. Avec vous en êtes tout du projet, on parlait de pré-amorçage, donc vous en êtes tous, ça fait combien d'années déjà que vous travaillez sur cette idée-là ? Donc sur cette idée, on travaille depuis 5 ans dessus, on a fait un dispositif préclinique, donc c'est-à-dire chez l'animal, on a démontré sa fonctionnalité et son impact dans ces conditions, et donc maintenant on est à l'étape où on est en train de construire en fait le dispositif qui sera implanté chez les patients. Et alors comment vous accompagnez, Mounia Chaoui, un projet comme celui-là ? C'est quoi le facteur déclenchant, tout simplement ? Alors là, ce projet, il est accompagné par notre fondation, parce qu'on a une fondation chez Turenne Santé qui s'appelle la Fondation Béatrice de Nice, qui était la personne qui m'a précédée chez Turenne Santé et qui malheureusement décédée d'un cancer. Et donc on a fait perdurer cette fondation qu'elle avait fondée initialement et on l'a renommée en son honneur. Et donc c'est avec cette fondation donc qu'on finance actuellement le projet Brain Coder. Il est possible que par la suite on le finance avec nos fonds de capital risque. Et c'est un projet en fait qui a été sélectionné parmi une 40aine de projets, parce que chaque année on fait un appel à projets, on reçoit 40 projets, d'abord on en présélectionne une 20aine avec la capacité de création d'une entreprise, et ensuite il y a 2 experts externes qui analysent pour nous le projet avec la validation technique, scientifique, mais aussi la validation d'un go-to-market pas trop long. Et également d'un potentiel de marché suffisant. Et ensuite, on réunit un nouveau jury qui va sélectionner définitivement le gagnant. Et lors d'une cérémonie qui a lieu en général en juin, on remet le prix avec différents entrepreneurs de la santé. Donc c'est comme ça qu'il a été sélectionné. Donc il a eu voilà, exactement. On valide aussi la propriété intellectuelle. Nous, ce qui nous a beaucoup plu chez ce projet, et bon, j'espère que vous pourrez mettre ça à l'antenne, mais il y a en fait, on vous fait écouter les 4 saisons de Vivaldi avec un implant cochléaire et avec le dispositif de Brain Coder, et la différence, elle est juste exceptionnelle. Et c'est un marché qu'on a trouvé intéressant, qui est important, qui a très peu évolué toutes ces dernières années, puisque les implants cochléaires, c'est une technologie assez ancienne qui a assez peu évolué sur la différenciation des sons depuis que ça a été développé. Et là, par contre, ça permet cette différenciation dans les sons de manière très très fine. Et en plus, c'est une technologie qui peut être facilement utilisée, puisque les implants au niveau cérébral, c'est des choses qui sont déjà très utilisées en neurochirurgie, avec tout ce qui est implant en Parkinson, etc. Et là, avec une technologie beaucoup moins invasive, donc qui sera forcément très adaptée, adoptée par le marché. Brice Batelier, il s'adresse, ce dispositif,
plutôt aux patients pour qui les implants classiques ne fonctionnent pas, ou alors ça peut concerner toutes les personnes qui souffrent de surdité? Alors, dans un premier temps, effectivement, nos premiers patients cibles, ce seront les patients qui ont perdu le nerf auditif et donc qui ne peuvent pas recevoir d'implant cochléaire. Donc ça, c'est vraiment notre go-to-market. Mais si chez ces patients, on démontre effectivement l'efficacité qu'on a prévue, ça pourra concerner tous les patients pour avoir une restauration meilleure, en fait. Comment, alors, on est dans l'interface entre le cerveau et l'implant, donc la machine. C'est évidemment toujours assez fascinant. Voilà, comment ça marche, c'est quoi, qu'est-ce que vous implantez? J'ai vraiment des questions de béotien, de curieux là, à vous poser. Alors, ce qu'on implante, en fait, c'est des électrodes flexibles qui viennent épouser la surface du cerveau, qui ciblent la zone du cerveau qui crée la perception auditive. C'est connu depuis très longtemps en neurochirurgie que quand on stimule électriquement cette zone, on génère des perceptions. Donc nous, on veut exploiter cette propriété. Et en fait, l'élément clé qui nous permet de créer ce dispositif, c'est la partie software, en fait. La partie software du dispositif, comment on transforme l'information auditive dans le langage des neurones qui codent la perception des sons. Et donc on a créé cet algorithme qu'on a appelé Brain Codec, qui permet de faire cette opération clé, en fait. Est-ce qu'il y a déjà, parce que là on est vraiment dans l'innovation, un référentiel réglementaire, enfin, oui, est-ce que les autorités de santé se sont déjà penchées sur ce type d'implants cérébraux, ou est-ce que ça fait partie du chemin et vous avancez parallèlement avec les autorités de santé? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui existent, puisque, comme Mounia en a parlé, il y a effectivement les implants pour les patients parkinsoniens de stimulation profonde. Donc, il y a déjà de l'existant. La différence pour nous, c'est que les implants existants stimulent plutôt avec une électrode et que nous, on va amener beaucoup de courant en même temps. Et donc là, on doit discuter effectivement avec les instances de régulation pour savoir quelles vont être les bonnes normes de sécurité, en fait. Cette barrière réglementaire qui doit être inhérente d'ailleurs aux investissements santé, vous l'intégrez à vos choix, à vos décisions? Complètement. D'ailleurs, elle fait partie de la durée qu'il faudra pour atteindre le marché. Et donc, c'est un aspect qu'on regarde effectivement en détail avant d'investir dans un dossier. Alors, est-ce qu'on est dans pardon, je vais parce que en vous posant la question, je me disais, est-ce qu'on est dans la caricature de ce que la France peut produire en matière de paperasse et de barrières réglementaires, ou est-ce qu'en matière de santé, c'est plus simple? Alors, non, c'est pas facile. Et puis en plus, ça s'est complexifié en Europe, puisqu'avant, on avait, pour les dispositifs médicaux, on avait ce qu'on appelait le marquage CE, qui était plus facile à obtenir que l'agrément FDA qui est nécessaire pour les États-Unis. Et là, ça s'est complexifié en Europe parce que c'est vrai qu'il y a eu des scandales dans le passé, le scandale PIP par exemple sur les implants en silicone mammaire et aussi sur Ceraver sur des implants orthopédiques. Donc du coup ils ont complexifié au niveau européen et aujourd'hui ça devient, ce qui est dommage, aussi complexe en Europe qu'aux États-Unis. Et donc les gens ont plutôt tendance à aller d'abord aux États-Unis parce que c'est qu'un marché et il y a beaucoup de patients, plutôt qu'en Europe où vous allez avoir un système de remboursement qui va être propre. Les deux, on peut concilier enfin heureusement d'ailleurs qu'il y a des règlements pour nous protéger, mais sans tomber dans l'extrême complexité. On aurait pu concilier les deux et puis surtout que sincèrement les scandales Ceraver et les scandales PIP, c'était des scandales qui étaient des scandales de fraude. C'était pas lié au marquage CE. Donc c'est dommage qu'on ait plus complexifié parce que du coup, pour moi, je trouve qu'on a perdu d'une certaine façon pour l'Europe un avantage compétitif qui était majeur. Il y avait même des sociétés américaines qui venaient en Europe d'abord pour faire approuver leur innovation parce qu'elles trouvaient que le marquage CE était plus facile à obtenir. Et là, on est dans le cas contraire. Et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu cet avantage compétitif. Vous en êtes où, Brice Batelier, des essais cliniques, enfin voilà, j'ai bien compris que faut pas aller plus vite que la musique, mais vous dans votre plan, à quelle échéance vous pouvez imaginer implanter aider des personnes qui souffrent de surdité profonde à mieux entendre? Donc notre échéance, c'est on est en train de mettre en place des partenariats avec des cliniciens, donc des neurochirurgiens, pour faire une première chez l'homme, donc des premiers tests
tests. Et ça, c'est à échéance de 3 ans environ. De 3 ans, Ouais. Et donc à cause du parcours réglementaire Ouais, dont on parlait. On va faire des tests préliminaires de Oui. sécurité, et donc on s'est donné cette échelle-là qui est assez raisonnable. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous faites les premiers tests chez l'homme, on va avoir des vidéos avec un patient qui entend les 4 saisons de Vivaldi, et avec son regard et son sourire qui s'éclaire. Qu'est-ce qui se passe après? Entre le moment où on l'a testé pour la première fois chez l'homme et puis où ça devient vraiment un dispositif médical. Dans le premier test, marché, on va tester un prototype. Oui. Et l'étape d'après, ça sera vraiment de construire le dispositif final et ensuite de le valider à travers un véritable essai clinique sur une 50aine de patients. C'est à peu près l'ordre de grandeur pour les implants cochléaires actuellement. C'est ça qui déterminera ensuite la commercialisation du dispositif. BrainCoder, c'est déjà une entreprise ou c'est encore un programme de recherche? C'est encore un programme de recherche, mais ça va devenir une entreprise l'année prochaine. Et vous êtes là pour accompagner aussi le passage de l'un à l'autre? Exactement, on est à la disposition de Brice s'il a des questions sur son business plan, etc., l'introduire à des gens, et puis aussi le financer dans cette phase de preuve de concept. Ça représente quel marché? Alors le marché de la surdité profonde, c'est environ 3 milliards d'euros au niveau mondial par an. C'est 1700 implantations en France. Donc c'est quand même pour un marché autour de 100 millions d'euros en France. Donc c'est quand même un gros marché. C'est intéressant. Oui, bien sûr, et c'est forcément rentré dans votre équation. On parlait de l'Europe, on est dans une phase où on parle beaucoup de moments de rupture sur beaucoup de thèmes aujourd'hui en Europe. La concurrence, elle est américaine, elle est chinoise. Comment vous pensez qu'on se situe face à cette concurrence sur ce marché des neurosciences aujourd'hui? Alors, je dirais qu'elle est américaine et elle est chinoise, de plus en plus. Après, moi, je trouve qu'en France, on a une science de très bonne qualité, on a des très bons médecins, des très bons KOL, on a des très jolies technologies, et en plus, on a de plus en plus des entrepreneurs à succès. Donc, on a tous les outils pour réussir. Ça veut dire qu'il y a un écosystème autour de la santé qui existe et qui est encore puissant en France. Qui est encore puissant et très compétitif. On a encore le crédit impôt recherche, qui est un avantage majeur pour nos entreprises dans le monde de la recherche. Et on a des très bonnes équipes et qui savent ce qu'elles font. Donc c'est pour ça que récemment, il y a eu beaucoup de succès, beaucoup d'entreprises qui ont été cédées pour des valorisations très importantes à l'industrie de la santé. Il y a une question peut-être d'éthique. Qui dit implant, dit données neuronales. Qui va à qui elles appartiennent, vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous. Nous, on a consolidé le problème parce qu'en fait, on va créer un dispositif qui va seulement stimuler le cerveau. D'accord. Et donc, qui ne va pas acquérir de données. D'accord. Et donc, on n'aura pas cette question-là. Mais c'est une vraie question quand on parle de c'est une vraie question, mais elle est traitée parce qu'on a une politique RGPD en Europe, qui d'ailleurs est très bien faite, et donc les sociétés dans le monde médical doivent le respecter, et notamment les sociétés dans le monde du logiciel. RGPD, Règlement Général de la Protection des Données. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Bon vent au programme BrainCoder. Voilà, c'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact, le grand pari climat au programme.